Donc on va prendre quelques instants pour à nouveau raviver la motivation qu'on a générée ce matin au début des enseignements à 10 heures. À nouveau on fait naître de la joie, d'être toujours en vie. Ça, c'est vraiment la base qui rend tout le reste possible. C'est qu'on a encore cette précieuse naissance humaine. Et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc il nous faut extraire l'essence de cette vie humaine sans attendre demain. Parce que demain, on n'est pas certain d'être encore en vie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour extraire l'essence de cette vie humaine ? Puisque ce matin, on a analysé les bienfaits de Bodhicitta, il se peut que même notre esprit maintenant, presque naturellement, se tourne vers l'esprit d'éveil, se dise « Waouh, comme ça serait formidable si j'arrivais à faire naître Bodhicitta dans mon esprit. » C'est la meilleure protection pour nous-mêmes et pour autrui. Le plus grand bienfait qu'on puisse apporter à la fois à nous-mêmes et à autrui. Mais même si on n'arrive pas à générer pleinement l'esprit d'éveil, si on renforce notre amour, notre compassion, notre altruisme, alors naturellement on va respecter l'éthique. Parce que l'éthique, c'est quand on nuit aux autres, poussé par la force de nos perturbations, que ce soit l'attachement, l'aversion, la peur, la jalousie. Sur la base de ces cléchards, on va nuire aux autres. C'est pas qu'on se dit je vais nuire aux autres, mais c'est malheureusement comme on est sous l'emprise de ces perturbations, sans contrôle, on s'engage dans des actions du corps, de la parole et de l'esprit qui nuisent aux personnes qui nous entourent. Et bien sûr, sur la base du karma, ça nuit aussi à nous-mêmes parce qu'on dépose sur notre continuum mental des graines noires, des empreintes qui vont se manifester sous la forme de différentes souffrances dans notre propre vie, dans le futur. Si on avait davantage d'amour, de compassion, et même carrément bodhicitta, alors on mettrait un terme à ce cercle de souffrance pour nous-mêmes, pour autrui. Et puis on deviendrait capable d'être réellement bénéfique aux êtres, de donner vraiment du sens à notre vie. On se dit ok, donc je vais utiliser cet après-midi pour essayer de mieux comprendre comment mon esprit fonctionne et pour mieux comprendre comment fonctionne bodhicitta, comment développer l'esprit d'éveil pour pouvoir ensuite m'engager dans ces pratiques
Parce qu'il n'y a rien de plus bénéfique que je puisse faire. À nouveau, on peut tourner notre esprit vers le Bouddha, Dharma, le Sangha. Générer un sentiment de confiance en le Bouddha, en son enseignement, en sa communauté. Si on voit qu'il y a certains obstacles qu'on arrive à identifier, certains cléchats en particulier, dont on aimerait se défaire, on peut demander au Bouddha, Dharma, Sangha de nous accorder leur bénédiction pour nous aider à mettre fin à ces perturbations et à développer toutes les qualités positives de notre esprit. Ok. Donc cet après-midi, on va voir en particulier la première méthode pour générer bodhicitta, donc les 6 causes et un effet. Alors au sein des 2 méthodes, pour les 2 méthodes, pour générer bodhicitta, que ce soit la première ou la deuxième, on a un préliminaire, un préalable, un prérequis, qui est l'équanimité. Déjà, ça c'est quelle que soit de toute façon la méthode dans laquelle on souhaite s'engager pour développer bodhicitta, ce prérequis c'est le même, donc c'est l'équanimité. Mais avant de parler de l'équanimité, je pense qu'il y a un autre... ça fait un peu... Ouais. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est vraiment important. Mais c'est un aspect dont on ne parle pas en fait traditionnellement dans les enseignements. Et c'est le fait de commencer par avoir de la compassion, de l'amour pour soi-même. Donc ça, ils n'en parlent pas traditionnellement dans les enseignements parce que au Tibet, ils n'avaient absolument pas besoin en fait d'en parler. Donc je vais vous expliquer ça avec une petite histoire. Donc c'était dans les années 1990. Il y avait eu une rencontre entre le Dalai Lama et des enseignants du Dharma occidentaux. Des personnes qui enseignaient le Dharma et la méditation à des occidentaux. Et il y avait un de ces enseignants qui s'appelle Sharon Salzberg, qui est une américaine, et qui a demandé à sa sainteté. Il pouvait poser des questions. C'est une rencontre presque informelle, on va dire. Il pouvait vraiment poser les questions directement à sa sainteté. Et donc, elle lui a demandé, mais comment est-ce que je peux aider les gens qui viennent me voir, qui veulent apprendre à méditer, mais qui ont beaucoup de problèmes de manque d'estime de soi. Low self-esteem en anglais. Mais comment je peux faire pour les aider ?
Et donc sa santé, parce il parlait en anglais, donc sa santé, il comprend l'anglais. Et il dit, mais je comprends pas, low self-esteem, qu'est-ce que c'est ça? Il avait jamais entendu en fait ce terme-là. Et donc Sharon aussi, il y avait un traducteur qui accompagnait sa santé, qui pouvait lui expliquer les choses en tibétain. Donc ils ont réussi à expliquer un petit peu la notion. Ils ont expliqué qu'il y avait beaucoup de sentiments de culpabilité. Même il y a des gens qui se détestent en fait eux-mêmes. Il y a vraiment beaucoup de personnes en Occident qui ont pas beaucoup de bienveillance pour elles-mêmes. Et donc en sa santé, il a compris en fait le problème, enfin le concept. Vraiment, il en revenait pas en fait. Il dit mais j'ai jamais entendu parler de ça en fait. Parce que culturellement au Tibet, ils n'avaient pas du tout ce genre de difficultés là quoi. Donc en fait, il a demandé à tous les enseignants du Dharma qui étaient dans la salle, il a dit mais vous aussi vous avez ce problème, vous aussi, et tout le monde disait ah, oui. En fait, il s'est rendu compte que c'était vraiment très très répandu quoi. Et en fait, sa réponse instinctive, ça a été de dire mais comment est-ce que vous pouvez avoir un manque d'estime de vous-même puisque vous avez tous la nature de Bouddha? Voilà, c'est sa réponse, hein, voilà, la première, quand il a compris le concept, c'était ce qu'il leur a dit tout de suite. Puisque vous avez tous la nature de Bouddha, comment est-ce que vous pouvez manquer d'estime pour vous-même? Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces dernières années, il y a eu beaucoup de recherches scientifiques qui ont été faites sur l'autocompassion. J'ai regardé, il y a à peu près 4000 recherches scientifiques exactement sur ce thème-là. Et en fait, alors... Donc en fait, ce que les recherches montrent, c'est que un manque d'estime de soi, ça conduit à de l'angoisse, de la dépression, ce type d'état mentaux-là. Et tout ce qui est de la sphère de l'autocritique, ça va conduire à augmenter les taux de cortisol et d'adrénaline. Donc ça, c'est les hormones, on a surnommé ça les hormones du stress, qui sont en lien avec notre cerveau reptilien. Donc en fait, on avait surtout besoin de... Enfin, c'est un mode de fonctionnement qui est issu de l'époque où on vivait dans la jungle. Quand il y avait un tigre qui arrivait, il fallait vite soit s'apprêter à le combattre, ou soit partir très très vite. Donc ça vient de là en fait au niveau de l'évolution. Et de nos jours, ce qui se passe, c'est qu'il y a pour certaines personnes, en fait, on peut se mettre à fonctionner sur ce mode. C'est la fuite ou la lutte. Hein. Donc sur ce mode-là, et ça crée un stress chronique en fait. Si face aux difficultés de la vie, hein, à notre travail, de notre famille, si face aux situations, on a l'habitude de générer ce type de réponse, le problème, bien sûr, on a besoin d'un certain moment de notre vie. Par exemple, je sais pas, on traverse la route, il y a une voiture qui arrive, et bien sûr, très très vite, il faut pouvoir fuir. On va pas combattre la voiture, on va fuir, on va se pousser très très vite pour pas se faire écraser. Donc bien sûr, il y a des moments où on a besoin de ce type de réaction-là, mais parfois, là, c'est comme si la machine, elle s'emballait un petit peu, et après, ça devient chronique. Et il y a une personne qui est un enseignant-chercheur aux États-Unis qui s'appelle Christine Neff,
elle a fait une centaine de ces 4000 recherches dont je vous parle. Elle s'est vraiment, on va dire, spécialisée dans le domaine de l'autocompassion. Et elle a écrit 2 ouvrages, et dans un de ses livres, elle nous dit que faire preuve de bienveillance à l'égard d'autrui, tout en continuant à se juger et à se critiquer, crée des différences et des séparations qui ne peuvent aboutir qu'à un sentiment d'isolation et de solitude. Cette attitude est à l'opposé des notions d'unité, d'interdépendance et d'amour universel, qui présentent l'objectif suprême de la majorité des voies spirituelles, toutes traditions confondues. Donc en fait, le danger, je vous en parle parce que c'est vraiment lié à notre sujet de bodhicitta, c'est que le danger, c'est qu'on entende parler de bodhicitta, et on se dit, bon bah ok, donc comme moi j'ai décidé de m'engager sur la voie bouddhiste, maintenant je dois avoir de l'amour et de la compassion pour les personnes. Et on essaie comme ça de générer de l'amour, de la compassion, bodhicitta, pour les autres, parce qu'on veut bien faire. On va être un bon bouddhiste. Donc on nous a dit que bodhicitta c'était important, donc voilà, maintenant il faut qu'on soit gentil avec les autres. Je caricature, mais il peut y avoir ce mode de fonctionnement qui se met en place. Mais le truc, c'est que une telle bodhicitta, si on peut appeler ça bodhicitta, elle sera complètement hors sol. En fait, elle sera complètement artificielle, parce que on va pas pouvoir développer une bodhicitta authentique si on n'a pas commencé par développer de l'amour, de la compassion, de la bienveillance envers nous-mêmes. Et ça, c'est un point dont, voilà, dans les enseignements, traditionnellement, ils n'en parlent pas. Mais dans notre culture, je pense que c'est un point qui est vraiment fondamental. Et en fait, dans la voie du Bouddha, il faut partir de là où on en est, quoi. Il faut déjà reconnaître où on en est et travailler à ce niveau-là. Parce que si on essaie de travailler à un niveau, passer tout de suite à s'engager complètement dans les méditations de bodhicitta telles qu'elles sont présentées de façon traditionnelle, sans avoir fait déjà un préalable, ce préalable-là qui est déjà générer l'autocompassion pour nous-mêmes, bah le reste, ça va pas pouvoir. Il n'y aura pas de fondement en fait. Il n'y aura pas des fondations solides. Et on ne peut pas. En fait, c'est assez logique, je pense. On ne peut pas générer pour autrui quelque chose qu'on n'a pas généré pour nous-mêmes. On ne peut pas donner de l'amour à autrui si on n'a pas de l'amour pour nous-mêmes. Donc en fait, ouais, j'ai mis sur la diapo de sensation. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est tant qu'on n'a pas généré une certaine bienveillance pour soi-même, en fait, on va être quasiment incapable de voir notre propre souffrance en face et de voir les points, nos difficultés, nos cléchats, nos imperfections, les points sur lesquels on va devoir travailler, parce que comme on n'a pas de bienveillance pour nous-mêmes, ça va être quasiment insupportable et ça va générer une souffrance beaucoup trop importante de pouvoir se regarder en face. Donc on va être dans une espèce de déni, on va être coupé finalement de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, donc coupé de nos émotions. Et bien sûr, la voie du Bouddha, c'est de travailler sur soi-même. Donc on ne va pas pouvoir travailler sur soi-même si on n'arrive pas à se voir en face, en fait. Et pour réussir à se voir en face, il faut un certain degré de bienveillance envers nous-mêmes. Donc, avec ces recherches, elles montrent qu'avec l'autocompassion, notre taux de cortisol est réduit, donc l'hormone du stress est réduit.
le taux d'oxytocine, qu'on a surnommé l'hormone du bonheur, il augmente, ce qui a pour conséquence de réduire notre stress, d'augmenter la tolérance à la douleur, et ça influence de façon positive notre empathie, notre générosité et ce type d'état d'esprit positif. Donc ça, c'est un lien avec... on a parlé du cerveau reptilien, là c'est plus en lien avec notre côté mammifère, on va dire. Donc c'est notamment l'oxytocine, c'est une hormone qui est générée, qui est générée par les mères pendant la grossesse. Donc qui favorise des sentiments d'amour, de compassion, le fait qu'elles vont pouvoir s'occuper de cet enfant qui arrive. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que les recherches, ils se sont intéressés à la cause aussi. Ils se sont dit, ok, bon, il y a ce problème d'estime de soi qui crée tout un tas de souffrances pour les personnes. Et on a cette autocompassion qui est très positive et qui permet de lutter contre le manque d'estime de soi. Mais en fait, quelle est la base du problème ? Et ils ont découvert qu'en fait, la base du problème, c'était qu'on pense qu'on a besoin d'être dur envers nous-mêmes, parce qu'on pense que si on n'est pas dur envers nous-mêmes, alors on ne va pas travailler, on va pas s'engager dans les projets, on va être paresseux en fait. On ne va pas pouvoir avancer si on a de la bienveillance envers nous-mêmes. C'est ça apparemment qui est notre croyance, on peut dire. Bien sûr, c'est lié à notre culture. Beaucoup d'entre nous, on a reçu une éducation sûrement, on va dire un peu, où on nous a fait passer le message que voilà, il fallait par exemple, je ne sais pas si on est revenu de l'école avec une mauvaise note au contrôle. Peut-être qu'on nous a dit, attends, là il faut que tu te ressaisisses, sinon tu vas pas avoir ton bac, et si t'as pas ton bac, ça va être la catastrophe, etc. quoi. Donc en fait, c'était pas en mode, on n'a pas forcément reçu une éducation, on se dit bon, ok, écoute, là t'as pas réussi ce contrôle-là, écoute, c'est pas très grave non plus, il y a d'autres contrôles. Il faut voir quelle est la cause du problème. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas compris ? Non, c'est pas quelque chose de positif qui va nous aider à avancer de façon positive. Non, c'est beaucoup basé sur la peur et le fait que il faut presque se faire du mal pour pouvoir obtenir des résultats positifs, quoi. Donc après, ça crée des modes de fonctionnement qu'on a intériorisés. Et c'est comme ça qu'on se comporte avec nous-mêmes, quoi. Donc ça, c'est important, de vraiment... est-ce qu'on a ce type de croyance-là ? Est-ce qu'on a besoin presque de s'auto-flageller pour se motiver ? Ou que si on a de la bienveillance pour nous-mêmes, on va pouvoir continuer, bien sûr, à nous engager dans toutes les activités dans lesquelles on doit s'engager, à faire notre travail, à s'occuper de notre famille, etc. Donc ça, c'est vraiment... En tant qu'on va dire pratiquant qui veulent nous engager sur la voie de bodhicitta, je pense que c'est vraiment important de passer du temps à examiner ces aspects-là, parce que le danger, c'est que toute notre pratique spirituelle, on risque de la construire sur des fondations qui sont absolument pas solides. Et donc ça n'aura pas de réel bienfait, ni pour nous-mêmes, ni pour autrui. Donc pour identifier si on est victime de ce manque d'autocompassion, il y a des questions qu'on peut se poser pour nous aider à identifier ça. En fait, la base de toutes ces questions-là, c'est d'observer la façon dont on se parle à nous-mêmes et voir si, quand c'est un ami qui vient nous parler de ses difficultés, etc., est-ce qu'on a plus de bienveillance pour cet ami dans la façon dont on lui parle,
dans nos conseils, qu'on a de bienveillance envers nous-mêmes dans la façon dont on se parle à soi-même, dont on se traite soi-même. Donc on observe comment est-ce qu'on se parle. Est-ce qu'on voit nos qualités ou juste nos défauts? Est-ce qu'on est plus bienveillant avec les autres qu'avec nous-mêmes? Est-ce qu'on est plus exigeant avec nous-mêmes qu'avec les autres? Donc ça, c'est quelque chose, on peut vraiment le faire sous forme de méditation analytique. Prendre le temps d'observer comment est-ce qu'on se parle à soi-même. Ouais. Le micro. Je disais, est-ce que c'est que moi ou c'est tout le monde au niveau du tableau? J'ai du mal à lire. Ah, c'est pas assez grand? Bah, je sais pas au niveau de l'écriture. Ok. C'est la lumière? Oui. Je vais vous lire alors. Oui, c'était juste pour savoir si c'était que moi ou si c'était tout le monde au niveau du tableau qui avait du mal à lire. C'est de mettre plus grand? Non, bah, c'est moi qui ai du mal alors. C'est la vieillesse. Je suis désolé. Ah, pas le seul. Un peu plus grand. C'est la lumière. C'est mieux là. Ah ben là, j'ai zoomé. Ah. Oh là, je suis redescendue. Hop. Merci beaucoup. Mais je les ai lues les questions. Hein. Donc vous inquiétez pas. Ouais. Ouais, une petite question sur l'autocompassion. Si on sent qu'on est dans une période où on s'est un peu coupé de ses émotions et qu'on n'arrive plus à en ressentir de la compassion pour soi ou de la bienveillance, Ouais. qu'est-ce que tu... Très bien. C'est la suite, c'est parfait. Donc là, c'est déjà, on identifie. Est-ce que c'est déjà la première chose, hein, c'est déjà, à chaque fois, c'est la même, on va dire, le même processus méthodologique. C'est déjà, on reconnaît hein, tout ce qui est de la souffrance. C'est la première des 9 vérités. On reconnaît la souffrance. Et après, une fois qu'on l'a reconnue, on va chercher le remède. Alors, si j'arrive à... Hop. Voilà. Oh. Donc en fait, la personne dont je vous parlais, Christine Neff, qui est chercheuse aux États-Unis, elle a... Voilà. Hop. Elle a identifié trois composantes à l'autocompassion. La première, c'est de développer la conscience de son expérience. Donc ça, c'est vraiment complètement lié à la pratique de la méditation. La méditation où juste on prend conscience de ce qui s'élève dans notre esprit, de notre météo intérieure, et on observe ses pensées, ses sensations de façon neutre, sans les juger. Juste, on les observe, on en prend note. Et puis le deuxième aspect, c'est ce qu'elle appelle notre humanité commune. Donc là, en fait, c'est ce que j'ai trouvé formidable dans son approche, c'est que c'est vraiment complètement complémentaire avec les enseignements du Bouddha, complètement cohérent, si vous voulez. Là, c'est se rendre compte que nos propres imperfections, nos difficultés, sont une partie inévitable de l'expérience humaine. Puisqu'on est humain, on est imparfait. Et ça, on rejoint bien sûr la première des nobles vérités, des 4 vérités, qui est la vérité de la souffrance. Donc on se rend compte que c'est pas juste nous. C'est pas juste nous, on a ces difficultés, ces perturbations mentales. C'est tous les êtres. Donc ça, c'est un point fondamental, c'est se rendre compte qu'on n'est pas seul.
c'est pas nous qui avons un problème, c'est tout le monde, on est tous dans le même bateau, quoi. Donc ça, c'est ce qu'elle appelle l'humanité commune. Et sur la base de ces deux aspects, on va pouvoir développer la bienveillance envers nous-mêmes. Ouais. C'est quoi le nom de l'auteur? Elle s'appelle, alors Christine, avec un K, K-R-I-S-T-I-N, Neff, N-E-2-F. Et c'est, alors voilà, je vous les montre. Bam. Alors, il y a 2 livres qui ont été traduits en français. Le premier, il s'appelle S'aimer. Comment se réconcilier avec soi-même. Et le deuxième, il s'appelle Mon cahier d'autocompassion en pleine conscience. Et dans le deuxième, on a une préface par Mathieu Ricard. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui. Parce que j'ai commencé à regarder ses travaux, ce qu'il faisait, et je me suis dit, ah, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, Mathieu Ricard avait fait la préface de son deuxième livre. Donc, moi, j'ai pas lu, j'ai lu le premier, enfin, S'aimer, et mon cahier d'autocompassion, je l'ai pas lu, mais je pense que je vais aller le regarder de plus près. Et il y a des méditations audio qui accompagnent le cahier, donc ça a l'air d'être vraiment bien fait. Donc ça, c'est un sujet, il y a des personnes qui, je sais pas, il y a des idées un peu bizarres qui circulent parmi les bouddhistes. Il y a des personnes qui pensent qu'en fait, si on commence à développer de la compassion pour soi-même, en fait, on va renforcer notre ego, ou ça va être du narcissisme. Il peut y avoir ce genre d'idées qui s'élèvent, je sais pas, à voir, analyser. S'il y a ce genre de pensées qui s'élèvent, vraiment, c'est vraiment important de les analyser. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement une idée fausse? Je suis assez d'accord, mais voilà, il faut vraiment clarifier ça, parce qu'il y a vraiment c'est des choses qu'on peut entendre de temps en temps et... On va faire un vote, un sondage. Il y a la notion d'attachement aussi dans l'égocentrisme. Ah, oui. À mon avis, dans égocentrisme et narcissisme, il y a vraiment la notion d'attachement qui est à son paroxysme. Mm. Alors que dans l'autocompassion, c'est juste être bienveillant. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est attaché à notre jeu qui prend toute la place. D'accord. Merci. Ok. Donc en fait, la compassion et l'autocompassion, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la même chose, c'est juste que le destinataire, il change. Donc plus on va avoir de compassion pour nous-mêmes, plus on va pouvoir augmenter. Enfin, c'est comme si c'était une petite lumière qu'on avait à l'intérieur de nous. On va pouvoir augmenter son rayonnement pour aussi inclure d'autres personnes dans ce champ de compassion. Si nous, on a déjà la compassion à l'intérieur de nous, après, bien sûr, on peut augmenter ce champ-là. C'est comme une lumière là, avec les mitigeurs. On pourra, on appuie sur le bouton, ça va aller partout. Et bien sûr, si à l'intérieur de nous, on est dans le jugement, l'autocritique, et bien sûr, on va avoir le même comportement pour les autres. Ok, super.
Juste pour revenir, j'ai un peu de mal à saisir en fait l'autocompassion, comment on la génère, quoi. Parce que bon, si on regarde dans notre esprit, mais que notre esprit ne nous plaît pas, on va pas être compatissant. Alors, ok. Je pense qu'il y a un gros point qui est le travail sur ce que Christine Neff appelle l'humanité commune. C'est se rendre compte que ces souffrances, ces difficultés, ces états d'esprit perturbés, ils font partie de la vie en fait. Et que tout le monde rencontre les mêmes difficultés que nous. Pour reprendre ça dans les termes de Bouddha, c'est reconnaître la vérité de la souffrance. Et en fait, ça va nous permettre, le fait de reconnaître un dukkha, donc la souffrance, l'insatisfaction, ça nous permet en fait de... Je veux dire, presque on se rend compte que c'est normal en fait. Souvent le truc c'est qu'il y a la souffrance, mais on la refuse. Donc il y a la souffrance et en plus, nous, par-dessus ça, on a la souffrance de refuser de cet état-là et de se mettre en colère contre la vie, enfin voilà, ou contre soi-même, ou contre les autres. Enfin, après, ça se manifeste de différentes façons. On en rajoute encore en plus parce que on refuse finalement de réellement comprendre ces souffrances. Mais comprendre, c'est vraiment la reconnaître en fait. Et dans la reconnaissance, il y a le fait que ok, mais en fait, ça fait partie de la vie, quoi. Et c'était parce qu'on a ces attentes, on croit que tout va être parfait. Je sais pas d'où ça vient. Mais je sais pas, on grandit, enfin je sais pas, il y a un truc, on pense que je sais pas, quand on grandit, peut-être on se dit quand je serai plus grand, ça sera bien. Quand je serai grand, je pourrai faire ce que je veux. Et après on est grand, mais on fait ce qu'on veut, on n'est pas plus heureux en fait. Mais on a toujours et on se met à toujours chercher quelque chose parce qu'on pense qu'il nous manque quelque chose. Et si on obtient quelque chose, ça va être à l'extérieur, là on va pouvoir être heureux. Et en fait, ça c'est vraiment après, dans un cadre, on va dire, plus bouddhiste, c'est vraiment de revenir aux enseignements sur les 4 nobles vérités. En particulier, la première des 9 vérités est vraiment de faire des méditations dessus, sur les différents aspects. Et de voir aussi que tout le monde, ça touche tout le monde. Le truc, c'est pas juste nous, ça touche tout le monde, quoi. Et à partir de là, on va pouvoir cheminer sur les vérités suivantes. La cessation, après dire en fait. Bien sûr, si c'est pour parler de la souffrance et qu'il n'y avait pas de cessation possible, je veux dire, ça servira à rien. Autant aller à la plage et puis... non, mais non, c'est parce que le Bouddha nous parle de la souffrance parce que la cessation de la souffrance est possible. Et lui a découvert les méthodes qui nous permettent de mettre un terme à la souffrance. Donc c'est vraiment de revenir à l'étude de ces enseignements-là. Et puis après, si vous, c'est vraiment complètement complémentaire, les travaux de Christine Neff avec ses livres. Il y a aussi il y a plein d'outils très concrets qu'elle nous propose. Et même dans le livre S'aimer, elle propose aussi des exercices. Enfin, c'est une chercheuse, mais le livre, il n'est pas fait pour les scientifiques. Il est fait pour les gens qui ont besoin d'outils concrets, pour mettre ça en œuvre dans notre vie quotidienne. Donc dans ce livre-là, il y a vraiment beaucoup
c'est plein de ressources. Et après, il y a aussi bien sûr comment dire, la méditation sur l'amour, la compassion, à commencer par l'appliquer à nous-mêmes. Déjà, générer le souhait pour nous-mêmes d'être heureux, le souhait pour nous-mêmes d'être libérés de nos souffrances. Ça répond à ta question, Camille? Ok. Donc après, on va passer au premier point, vraiment qui est présenté dans les enseignements pour développer bodhicitta, donc c'est l'équanimité. Donc l'équanimité, c'est une méditation dans laquelle on va examiner comment est-ce qu'on considère 3 groupes de personnes. Il y a les inconnus, les personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrées. Il y a les amis, donc nos proches. Et il y a les ennemis, les personnes pour lesquelles on a de l'aversion. Les personnes qui nous irritent. Les ennemis, c'est peut-être un peu fort. Ennemis, on a l'impression qu'on va leur déclarer la guerre, mais donc on peut se dire, oh, moi, j'ai pas vraiment d'ennemis, mais en fait, on peut penser que c'est les personnes qui nous énervent. Ça, je pense qu'on en a tous, les personnes qui nous énervent. Non? Les personnes qui nous irritent. Donc dans la méditation, on va commencer... alors il y a 2 façons de faire cette méditation. Soit on prend les 3 personnes en même temps, amis, ennemis, inconnus. Soit on commence par un inconnu, puis on analyse l'ami, puis les ennemis. Bon. Ce que je vous propose, en fait, je pense que le mieux pour ces méditations sur bodhicitta, tout ce qu'on est en train de voir ce week-end, c'est au lieu que moi je passe du temps blablabla, c'est qu'en fait on fasse les méditations ensemble. Je vous guide ensemble dans la méditation, donc la méditation sur l'équanimité. Et puis après, on pourra en parler un petit peu et on pourra repréciser certains points s'il y a des choses qui ont besoin d'être précisées, quoi. Ok. Donc déjà, juste on prend quelques instants pour à nouveau revenir présent dans notre corps. On peut prendre conscience des points de contact entre le sol, le coussin, la chaise et le corps. Et puis chacun à son rythme, on peut tourner notre esprit vers notre respiration pour observer la respiration.
On peut ensuite, donc chacun à son rythme, essayer de imaginer quelqu'un qu'on ne connaît pas, un inconnu. C'est quelqu'un. Imaginez qu'on croise quelqu'un dans la rue, on lui a jamais parlé, on ne sait rien de cette personne. Et comment est notre esprit face à cette personne qu'on ne connaît pas? En général, on observe, notre esprit ne prend pas de coloration particulière face à cet inconnu. Il reste calme. Il y a une certaine indifférence. Puis ensuite, on pense à un ami, à un proche. On imagine que la personne, elle est face à nous, en face de nous. Qu'est-ce qui s'élève dans notre esprit face à cette personne? Donc c'est un sentiment positif, peut-être une certaine joie. On observe cet état d'esprit. Et puis on pense maintenant, apparaît en face de nous, une personne qui nous irrite.
Alors c'est peut-être qu'on ne pense pas à la personne qui nous irrite le plus dans notre vie. C'est une personne avec qui, dès qu'on pense à elle, on a une colère extrême qui s'élève. C'est peut-être pas habile de la prendre comme objet d'analyse, mais peut-être qu'il nous irrite juste de façon raisonnable. Juste un petit peu. Ça nous énerve un petit peu. Et on voit ce qui se passe dans notre esprit quand on pense à cette personne. Qu'est-ce qui s'élève dans notre esprit? Est-ce que un petit peu d'irritation? C'est une colère plus forte? Un sentiment d'aversion? Peut-être presque viscéral? Est-ce qu'il y a aussi de l'hostilité qu'on examine? Puis comme il y a l'ennemi en face de nous, donc on essaie d'examiner qu'est-ce qui a causé cet état d'esprit, l'état d'esprit qu'on observe à l'intérieur de nous quand on pense à cette personne. Est-ce que c'est quelque chose que la personne a dit? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a fait? Qui fait qu'on la considère avec cette coloration d'aversion? Peut-être on a tout un cahier de doléances envers cette personne. Elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a dit ceci à telle personne, à mon collègue, alors que c'est pas vrai, et puis après elle a dit ça en réunion, et ta. On prend note de tout ça. Et on essaie, c'est un peu comme un film, mais on essaie de ne pas se faire complètement embarquer par le film, de ne pas revivre complètement le scénario, mais juste d'observer, de se mettre en position d'observateur. Pour observer l'histoire que nous raconte notre esprit. Puis on pense à nouveau à notre ami. Et on cherche, là encore, on cherche la cause du fait qu'on le considère comme un proche. Qu'on a ce sentiment d'amitié, d'amour, de bienveillance, de joie, quand on pense à cette personne.
pour quelle raison est-ce qu'on a ces sentiments qui s'élèvent en nous? Est-ce que c'est par rapport à certaines choses que cette personne a faites à notre égard? Certaines choses qu'elle a dit? Quelles sont les raisons? On pense à nouveau à l'inconnu. On repense à ce qui s'élève dans notre esprit face à cette personne. Une certaine indifférence. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette indifférence? Peut-être qu'on arrive à la conclusion que on a cette indifférence pour cet inconnu parce que cette personne finalement nous a rien fait, nous a ni nui ni rendu service. Comme on la connaît pas, elle nous a jamais parlé. On ne sait pas si c'est quelqu'un de sympa ou pas. Et notre ami alors? Pourquoi est-ce qu'on le considère avec bienveillance? Est-ce que c'est parce qu'il se comporte envers nous d'une façon qu'on apprécie? Parce qu'il est sympa avec nous? Qu'il nous parle de façon agréable? Qui nous a déjà rendu service quand on avait besoin d'aide? Et puis l'ennemi, alors pourquoi est-ce qu'on a cette aversion, du moins cette irritation envers cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle nous énerve? Et on voit que là encore, c'est parce que c'est en fonction des interactions qu'on a eues avec la personne. La façon dont elle nous parle, dont elle nous a parlé à un moment,
la façon dont elle s'est comportée envers nous dans le passé. Peut-être si quelqu'un, on pense, cette personne, à un moment, elle aurait pu m'aider, mais elle l'a pas fait. Peut-être c'est ça qui fait que maintenant on la considère avec une certaine aversion. Peut-être c'est quelqu'un qui a eu des paroles qui nous ont blessés à notre égard. Elle nous a dit des choses qui nous ont blessés. Mais est-ce que ces réactions envers ces 3 personnes, elles sont basées sur des choses qui soutiennent l'analyse? Quand on se met à examiner nos réactions envers chacune de ces personnes, est-ce que de façon complètement objective, rationnelle, c'est valable? On peut se demander, est-ce que cette personne, à l'heure actuelle, elle nous irrite? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans le passé, en fait, c'était un ami, c'était quelqu'un qu'on aimait bien, qu'on considérait de façon positive? Est-ce qu'on n'a pas changé notre regard sur cette personne à un moment donné, parce qu'il s'est passé ceci ou cela? Elle nous a dit ceci, ou elle a fait cela. Mais ça se trouve, on n'est même pas sûr de peut-être ce qu'elle a dit ou fait. Peut-être on a entendu dire par une tierce personne qu'elle avait dit ceci ou cela sur nous. Peut-être on n'a même pas vérifié si c'était vrai ou pas. On a cru la personne et sur la base de ça, on s'est mis à avoir de l'aversion pour cette personne. Puis on examine l'ami. Est-ce que cette personne, elle a toujours été notre amie? Est-ce qu'on a toujours eu ces sentiments de bienveillance, d'appréciation à son égard? C'est pratiquement certain qu'à un moment, cette personne, c'était un inconnu pour nous. C'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Puis d'inconnu, elle est passée à amie. Sur la base de quoi? Est-ce qu'on n'a pas certains amis avec lesquels on s'est embrouillé et qui finalement maintenant ils sont dans la catégorie ennemis? Donc on trouve un exemple, quelqu'un qu'on appréciait et il s'est passé quelque chose et maintenant on n'apprécie plus cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, c'est passé. En fait, la personne, à un moment, elle a fait quelque chose, peut-être juste une parole, ou elle n'a pas fait quelque chose. Elle a oublié de nous souhaiter notre anniversaire. Peut-être c'est passé un truc tout bête qui fait que ces personnes, on l'aimait bien. Maintenant, on a un peu d'irritation envers elle. Qu'est-ce que c'est cette cause? Sur la base de quoi? Puis à l'inverse, on peut prendre un exemple d'une personne qui nous irrite, un ennemi. Quelqu'un qui était dans la catégorie ennemi, et il s'est passé quelque chose, et maintenant, la personne, c'est un ami. Là encore, qu'est-ce qui s'est passé? On a tous comme ça quelqu'un qu'on n'appréciait pas trop, et un jour, il s'est passé quelque chose, et maintenant, cette personne, c'est un ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a fait quelque chose qu'on a apprécié? On dit quelque chose qu'on a apprécié? Donc en examinant les choses de cette façon-là, on peut vraiment prendre des exemples de notre propre vie. On peut prendre des exemples, vraiment une multitude d'exemples, analyser différentes relations et comment les relations changent. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de permanence. Il n'y a pas ces trois catégories d'inconnus, d'amis, d'ennemis qui existent en vase clos. On se rend compte que tout change. Qu'une personne, un jour, c'est un ami. Le lendemain, ça devient un ennemi. Les ennemis peuvent devenir des amis. Et les inconnus, bien sûr, peuvent devenir des amis, des ennemis. Des amis qui deviennent des inconnus. Si on pense à nos amis, quand on grandissait, quand on était à l'école, on avait des amis très proches. Quand on était adolescent. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces amis? Est-ce que c'est encore des amis? Je pense qu'il y a souvent un bon nombre de ces personnes-là, c'est devenu des inconnus. Même si on les croisait dans la rue maintenant, c'est pas sûr qu'on les reconnaisse. Pourtant, c'était les gens avec qui on passait tout notre temps, qui nous racontaient tout ce qui nous arrivait. Donc ça, c'est juste, on se rend compte juste sur un laps de temps court, au sein d'une seule vie, même sur quelques années, au cours d'une vie, nos relations avec les êtres, elles évoluent énormément. Il n'y a rien qui est certain, en fait.
on se rend compte qu'il n'y a rien qui est certain dans cette façon de considérer les êtres de façon différente. Certains avec bienveillance, amour, d'autres avec de l'aversion, d'autres avec de l'indifférence. En fait, c'est juste basé sur la façon dont ces personnes se comportent envers nous à l'instant présent. Ou même encore pire, la façon dont nous, on interprète les comportements de ces personnes-là envers nous. On voit, des fois, il suffit d'une parole prononcée par quelqu'un et on se vexe. La plupart du temps, la personne... souvent, elle n'a même pas l'intention de prononcer une parole désagréable, elle a juste dit quelque chose et nous, on s'est vexé. On n'a même pas pris le temps d'aller parler à la personne pour essayer de clarifier la situation. On a pris la mouche et on dit « cette personne, non, je l'aime pas, je l'aime plus ». Et ça, c'est juste, même au cours de quelques mois, on peut voir que nos relations, elles évoluent constamment. Au cours de quelques années, c'est encore plus clair. Et si on regarde au cours de notre vie, dans sa globalité, ça apparaît de façon encore plus claire. Et puis dans cette méditation-là, on peut aussi aller beaucoup plus loin en pensant pas seulement à cette vie, à la vie présente, la vie actuelle, mais c'est dire que comme on a eu tout un tas d'existences dans le samsara, on a eu dans toutes ces existences des relations avec tout un tas de personnes, tout un tas d'êtres. Et on ne peut pas savoir si nos proches actuels, vraiment nos amis très proches, les membres de notre famille très proches, ces personnes-là, quel type de relation on a avec elles dans le passé. Peut-être c'est des relations complètement différentes. Peut-être c'est des gens qu'on ne pouvait pas supporter. Peut-être c'est des gens qui nous ont fait du mal. Et inversement. Donc en méditant encore et encore de cette façon-là, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de raison finalement de développer un attachement, ce fort attachement envers nos proches, cette forte aversion envers les ennemis, et cette indifférence envers les personnes qu'on ne connaît pas. Parce que tout peut changer à n'importe quel moment. Et parce qu'il n'y a pas de vraie raison valide qui sert de fondement à cet attachement, cette aversion, cette indifférence. Il y a juste des circonstances. Les circonstances qui sont basées sur, en plus, beaucoup sur nous, finalement, une forme d'auto-chérissement. Quelqu'un qui
nous dit une parole agréable, qui nous offre un café. Il ne suffit pas grand-chose. Hein. On aime bien cette personne. Quelqu'un qui oublie de nous dire bonjour le matin. Donc on la croise dans le couloir, elle n'a pas dit bonjour aujourd'hui, puis on se vexe. Et cette personne, elle nous énerve. Ouais, elle a critiqué devant nos autres collègues. C'est quoi les raisons? C'est extrêmement superficiel. Et c'est basé juste sur nous, notre sens d'importance démesurée. La personne ne nous a pas dit bonjour parce qu'elle était tellement préoccupée par des problèmes à la maison qu'elle ne nous a même pas vus en fait. Ça n'a rien à voir avec nous. Et puis une fois qu'on a réussi donc à avoir cette fondation, finalement c'est comme une fondation, on travaille vraiment sur la fondation, sur les fondements. Donc avant de construire une maison, on va déjà commencer par aplanir le terrain. On étend ce sentiment d'équanimité, on peut l'étendre à tous les êtres. Okay. Donc chacun tranquillement, quand c'est le bon moment pour vous. Vous pouvez terminer votre méditation. Peut-être prendre quelques instants, peut-être prendre quelques notes par rapport à cette méditation.
Quand on parle de l'équanimité, dans le cas du bouddhisme, il y a différents types d'équanimité dont on nous parle. Il y a un des types d'équanimité, c'est l'équanimité des sensations. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir 3 types de sensations. Les sensations agréables, plaisantes, désagréables ou neutres. Mais là, ce n'est pas ce type de sensation neutre dont on parle dans le cadre de l'équanimité comme fondement à la pratique de bodhicitta. L'équanimité des sensations, les sensations neutres, c'est pas quelque chose qu'on essaie particulièrement de développer, c'est juste un constat que voilà, il y a 3 types de sensations. Ça peut être des sensations agréables, des fois on a des sensations désagréables, et il y a un 3e type de sensations qui sont les sensations neutres. Donc des fois on peut entendre parler de cette équanimité-là, l'équanimité des sensations, les sensations neutres, mais c'est pas de ça dont on parle ici. Après, il y a un 2e type d'équanimité, c'est l'équanimité qui découle en fait de la pratique du calme mental, de Shiné. C'est grâce à la pratique de Shiné on arrive à un stade où il y a vraiment un équilibre entre l'agitation et la torpeur. Okay. Dans le cadre de la pratique de Shiné, les obstacles principaux, c'est soit d'un côté l'agitation, soit la torpeur. Et au fil de notre parcours sur les 9 stades, on va arriver au 9e stade à une équanimité entre ces deux distractions, enfin ces deux obstacles. Ça, c'est le 2e type d'équanimité. Le 3e type d'équanimité, c'est celui sur lequel on vient de méditer. Donc ça, c'est l'équanimité incommensurable. On a, dans les prières, on a les 4 incommensurables. Et on a la 4e incommensurable, qui est l'équanimité incommensurable. Puissent tous les êtres être libérés de l'attachement pour les proches et de l'aversion pour les ennemis, demeurer dans l'équanimité, libérés de l'aversion et de l'attachement, qui les fait considérer certains comme proches et d'autres comme distants. La prière nous dit ça. Donc là, c'est cette équanimité dont il est question. En fait, c'est une équanimité elle n'est pas neutre comme la première type d'équanimité, l'équanimité des sensations. C'est une équanimité qui est, c'est un esprit qui est actif, c'est-à-dire qui va reconnaître de façon active la situation des êtres, la réelle situation de tous les êtres. Et qui les considère de façon égale. Peu importe que les êtres, ils nous aient offert un café ce matin, dit bonjour ou pas, qui nous ait nui ou qui nous ait aidés, peu importe, finalement, on reconnaît de façon active la situation de tous les êtres. On revient sur notre humanité commune, le fait qu'on est tous dans le même bateau, que même si à certains moments il y en a qui sont plus proches que nous, d'autres plus distants, finalement on est tous reliés par cette humanité commune, par être tous dans le piégé, dans le samsara. Et donc sur la base de cette reconnaissance-là, on se rend compte que l'attachement que j'ai à l'heure actuelle pour mes proches, l'irritation que j'ai pour telle ou telle personne, l'indifférence que j'ai pour ces gens que je ne connais pas, c'est complètement transitoire, c'est complètement impermanent. Et ça ne reflète pas du tout la réalité
de notre situation à tous, hein, qui sommes tous piégés dans le samsara. Et ça, ce type d'équanimité, l'équanimité incommensurable, elle est spécifique à la voie bouddhiste. L'équanimité des sensations, c'est juste, voilà, c'est un état de fait. Il y a des sensations neutres. Okay, bon. C'est pas quelque chose qu'on essaie particulièrement de développer. Même dans l'équanimité qu'on va développer dans le cadre de la pratique de Shiné, elle n'est pas spécifique à la voie bouddhiste, dans la pratique de Shiné. Il y a des gens qui développent la concentration sans être bouddhiste. Donc c'est pas une spécificité des enseignements du Bouddha. Par contre, l'équanimité incommensurable, là c'est vraiment une spécificité des enseignements du Bouddha. C'est pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Et c'est vraiment une spécificité de la voie des bodhisattvas. Voilà. Ouais. Le micro. J'aurais une question. Au niveau des gens qu'on aime, où est-ce qu'on doit les intégrer? Dans les amis ou... Oui. Ouais. Dans les amis. Oui, les amis, c'est... Je suis désolé, je demande, mais c'est particulier. Par exemple, une relation de couple, où on les intègre. Les amis, les proches, quoi. Les amis, les proches, la famille, enfin... Après, dans la famille, bon, les familles, c'est plutôt un ennemi, en fait. Mais oui. Amis, c'est les gens qu'on aime bien. Ouais, on va dire ça comme ça. Après, oui, c'est pas forcément les amis que les relations amicales, les relations romantiques, etc., les relations familiales, entre parents, enfants, etc., quoi. Il y a d'autres questions? J'ai pas entendu. Ça avait l'air intéressant. Il n'y a pas de micro. Alors en fait, voilà, j'ai mis l'image que j'ai choisie pour les ennemis. Justement, je me suis... C'était qu'en fait, elle était pas mal cette image parce qu'on voit bien que c'est des gens qui sont très proches. On se met pas comme ça dos à dos à quelqu'un que c'est pas quelqu'un de très proche. Donc ça, c'est ça qui est intéressant d'observer, c'est que très souvent, c'est qu'on passe très vite d'une relation d'attachement à une relation d'aversion. Okay. Et l'aversion qu'on va avoir qui va être la plus forte pour certaines personnes, en fait, c'est des personnes dont on est extrêmement proche. Et pourquoi? C'est la question, pourquoi? Est-ce que notre esprit passe comme ça tellement vite de l'attachement à l'aversion? Parce que peut-être on n'avait pas une réelle relation d'amour. Donc on avait une relation de quoi alors? C'était pas de l'amour? Comme on vient de dire, de l'attachement, okay, qui tourne à la haine ou l'aversion, parce qu'on n'a pas fait la démarche d'avoir l'amour sans l'amour. Ok. Et c'est quoi le problème de l'attachement? C'est notre ignorance. Ouais, notre ignorance, ok. Mais nos projections, ok. On exagère les qualités. Ah, c'est ça, j'aime bien. Tu peux nous expliquer un peu le mécanisme, Julien? Non. Non. Parce que comme on exagère les qualités, on ne voit pas la personne telle qu'elle est.
Donc après, on voit les défauts et on voit uniquement les défauts et on voit pas ses qualités, donc on voit pas non plus la personne telle qu'elle est. Ok. Donc, alors, je prends l'exemple d'une relation de couple. Donc, on a exagéré les qualités de notre partenaire. Hein. Donc, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque qu'on a des attentes qui sont pas fondées sur la réalité. C'est fondé sur une exagération. Donc, au début, tout se passe bien, c'est la période lune de miel. Voilà. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que, quoi ? Il referme pas la cuvette des WC, il referme pas le tube du dentifrice. Et là, on se rend compte, c'est un renvoi à la réalité, en fait. On redescend, on est face à la réalité. Et là, comme il y avait ces attentes-là, effectivement, l'autre ne peut pas... comment dire ? L'autre, c'est pas possible, il va pas pouvoir satisfaire toutes les attentes qu'on avait placées sur lui. C'est pas possible. Hein. On voit, si on place ces attentes-là sur nous, d'être parfait, et c'est pas possible, on ne peut pas les satisfaire, ces attentes-là. Donc on se rend compte que ça correspond pas à ce qu'on avait imaginé, on tombe, bam, tout de suite dans l'aversion. C'est ça, en fait, là. Donc oui, après, c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'essayer de travailler, d'identifier les attentes qu'on a et d'avoir une relation beaucoup plus réaliste avec nos amis. Et bien sûr, dans le cadre d'une relation romantique, c'est bien plus puissant parce que c'est démultiplié, parce qu'on a des attentes qui sont beaucoup plus fortes en fait, que souvent dans le cadre d'une relation amicale. Dans le cadre d'une relation amicale, on arrive à garder un équilibre en général beaucoup plus facilement. Ok. Donc on voit que ça, à chaque fois, c'est basé sur le jeu, quoi. On parle d'ignorance, oui. Oui, parce que c'est basé... C'est ça, c'est par rapport à moi-je, est-ce que mes attentes, elles sont satisfaites ou pas ? Et tant que c'est satisfait, tout va bien. Mais quand c'est pas satisfait, là, il y a un retour de balancier et la personne, on se met à la détester. Ok. Donc ça, je pense que vous connaissez tous ça très bien, en fait. Ok. Mais ce qui est important, c'est de vraiment analyser le mécanisme qu'il y a et quelles sont nos attentes, les identifier. Et en plus, ce qu'on a comme attente, c'est qu'on pense que l'autre personne, elle va pouvoir lire dans notre esprit et pouvoir savoir ce que nous, on veut. Parce que non, si elle nous aime, elle doit savoir ce qu'on veut, c'est normal. Mais c'est complètement fou, en fait. C'est complètement dingue. Si on lui a jamais dit qu'on aimait qu'il nous offre des fleurs, il ne peut pas le deviner, quoi. Donc, tout le monde n'est pas d'accord, mais... Ah là là. Ok. Donc il est 16h. Écoutez, comme on doit faire une pause, on m'a dit qu'il faut faire une pause le samedi après-midi. Je vais respecter les consignes. Donc on va faire une pause. Je voudrais pas que vous ayez trop d'aversion envers moi si je loupe la pause. Et comme ça, voilà, on peut tous aller prendre un petit thé. Et puis on se retrouve dans un quart d'heure. Ok. Donc à 20. 16h20. 16h20, ouais.